Initiation à la photographie, module 9, la prise de vue. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je vous accompagnerai pendant cette présentation. Si vous voulez avoir accès à d'autres modules d'apprentissage, inscrivez-vous sur ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie dans l'outil de recherche. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la prise de vue et particulièrement de la règle des tiers. Alors, l'illusion des trois dimensions. En photographie, comme en peinture, on cherche toujours à reproduire l'illusion de trois dimensions, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur. Tout ça, évidemment, dans un médium qui n'a que deux dimensions, c'est-à-dire la hauteur et la largeur. Comment on arrive à reproduire cette troisième dimension, comme on peut le voir ici dans cette image? La règle des tiers. D'où nous vient la règle des tiers? Alors, la règle des tiers a été décrite pour la première fois par John Thomas Smith en 1797. Alors, ce n'est pas un concept qui est nouveau, et c'est un concept que les peintres ont toujours utilisé dans le passé. Alors, quand on regarde ici des images de Van Gogh, par exemple, on voit qu'il a appliqué la règle des tiers. Comme on voit ici dans l'autre image de John Constable, la même chose, il a appliqué la règle des tiers. Et finalement, Lorenzo Deleani a également appliqué la règle des tiers dans son tableau. Alors, la loi de l'horizon. Une interprétation de la règle des tiers s'applique à l'horizon lorsqu'on travaille avec des paysages. Alors, on peut placer l'horizon sur la ligne du bas, au tiers de la hauteur, comme la ligne rouge nous l'indique ici, pour donner la priorité au ciel. On peut également placer placer l'horizon sur la ligne du haut, aux deux tiers de l'image, pour donner cette fois-là la priorité à la Terre. Donc, cette règle s'applique aussi aux photographies horizontales, aussi bien horizontales que verticales. L'illusion des trois dimensions. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'avant-plan, le plan moyen et l'arrière-plan. L'avant-plan qui est situé ici au bas de l'image, le plan moyen et finalement l'arrière-plan. On divise donc l'image en trois, aussi bien en hauteur qu'en largeur, puisqu'effectivement, si on prend les images dans ce qu'on appelle le sens portrait, on aura aussi nos deux lignes ici qui nous permettent de bien diviser notre image en trois. Finalement, les intersections des lignes de division se nomment les points de fuite. Alors, c'est important de se souvenir de ce mot-là, les points de fuite, parce que quand on va travailler avec des éléments en perspective, on va essayer de placer les éléments de perspective sur les points de fuite. Alors, la règle des tiers pour le plan d'ensemble. Alors, on voit ici qu'on a un plan d'ensemble, c'est un plan de la ville de Paris. Et évidemment, on peut appliquer à ce plan d'ensemble-là la règle des tiers. Alors, on voit ici qu'on a un avant-plan qui est situé près, en fait, de la Tour Eiffel, puisqu'on était à l'intérieur de la Tour Eiffel quand on a pris cette image-là. On a un plan moyen ici qui regroupe dans le centre de l'image, évidemment, une portion de la ville. Et en haut, on a une dernière partie de notre image qui contient cette fois-là, en arrière-plan, le ciel. Alors, bien évidemment, on parlait tantôt de point de fuite. Alors, vous voyez ici qu'avec la scène, on a pris soin de placer l'arrivée de la scène à proximité de notre point de fuite ici, ce qui nous donne beaucoup de perspective dans notre image, puisque la scène est plus large ici et qu'elle s'en va en se rétrécissant, plus on s'approche du point de fuite. Ici, on a un autre exemple où on peut encore appliquer la règle des tiers. Alors, on voit bien qu'on a un avant-plan ici qui est constitué des éléments qui sont près du photographe. On a ici un plan moyen qui regroupe évidemment le personnage qui se déplace et on a un arrière-plan où on retrouve essentiellement le Mont Blanc et le ciel. Alors évidemment, encore là, on a un point de fuite qui n'est pas tout à fait placé ici, mais dans les circonstances, pour avoir une photo équilibrée, on a quand même choisi de se placer près du sentier et évidemment de pointer la fin du sentier vers le point de fuite. Ici, on a une autre photo qui est un peu plus statique. Alors, on n'aura pas de point de fuite dans ce cas-là, mais on voit encore là que la ligne des tiers a été bien appliquée. On a en avant-plan la mer,
au plan moyen, on retrouve ces rochers ici, qui sont magnifiques, et en arrière-plan, on retrouve le ciel. Finalement, on peut également utiliser la règle des tiers quand on photographie des personnes. Alors, on voit ici que notre sujet est placé à la ligne des tiers ici en bas à gauche. Par contre, on a toujours notre plan moyen ici et on a notre arrière-plan. Alors, on voit qu'on peut respecter la ligne des tiers même quand on fait de la photographie qui inclut des personnes. Notre autre exemple ici, c'est l'exemple d'un portrait. Un portrait d'une personne qu'on a photographiée, toujours pendant ce magnifique voyage. Et à ce moment-là, on voit qu'on a positionné l'œil de cette personne-là tout près de la croisée aussi ou du point de fuite de la ligne des tiers supérieure à droite. Maintenant, quand on photographie des personnes, il est très important de laisser ce qu'on appelle du champ de vision devant la personne. Alors, dans ce cas-ci, on voit bien qu'il y a plus de champ ici vers l'avant qu'il y en a vers l'arrière, ce qui permet à la personne de regarder plus loin ou vers un autre horizon. Très souvent, on remarque des gens qui vont photographier des personnes. Malheureusement, ils vont couper la photo à peu près à la hauteur de cette ligne-là ici, ce qui fait que la personne n'a pratiquement pas d'espace devant elle. Donc, elle regarde vers quoi? Elle regarde vers le bord de l'image. Alors que là, ici, elle a de la place pour pouvoir regarder en avant d'elle. On a encore ici un autre exemple de personne qui a été photographiée. Cette fois-là, on voit que sa tête ici est bien positionnée à la ligne des tiers. Et encore là, on a laissé devant elle du champ pour qu'elle puisse regarder quelque part. Elle n'est pas donc encore cette fois-ci collée sur la ligne d'horizon. Donc, c'est pas sur la ligne d'horizon, je m'excuse, sur la ligne des tiers. Alors, c'est très important de laisser de l'espace ici devant la personne pour qu'on ait une direction vers laquelle cette personne-là regarde. Ici, on a un autre exemple. Cette fois-là, c'est un phare qu'on a photographié. Alors, on remarque que le bas du phare et le haut du phare sont à la ligne des tiers. Et encore là, on a un petit sentier ici qui nous mène vers la ligne des tiers, donc qui ajoute de la profondeur, qui ajoute cette troisième dimension à notre image. Ici, on a un exemple d'une photographie d'un oiseau. Alors, dans ce cas-là, encore là, l'oiseau est plus près de la ligne des tiers ici. On a laissé de l'espace ici devant lui pour qu'il puisse s'envoler ou qu'il puisse continuer de voler. Alors, c'est important donc pour lui de continuer de se déplacer dans cette direction-là. Souvent, on voit des photos d'oiseaux et moi-même, à l'occasion, je les place au centre de l'image. C'est quand même une belle photo, mais il reste qu'on n'a pas la même dynamique, on n'a pas la même perspective que quand on laisse une portion de libre vers laquelle l'oiseau peut s'envoler. Alors maintenant, on va regarder différents plans au-delà de la ligne des tiers quand on fait de la photo. Il y a différents types de plans qu'on peut utiliser. Alors on va regarder ces différents plans-là et voir comment on peut raconter une histoire en associant quelques plans ensemble pour justement nous parler de cet élément-là. Alors ici, la photo qu'on a devant nous, c'est une photo de Notre-Dame de Paris. Alors on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de gens et on a dans un premier temps ce qu'on appelle un plan d'ensemble. Alors un plan d'ensemble, c'est un plan qui permet aux spectateurs de se situer et de voir l'ensemble de ce que c'est qu'on est à visiter ou de ce qu'on va regarder ensemble. Alors maintenant, on va regarder des gros plans. Alors ici, on s'est rapproché un petit peu. On n'a plus un plan d'ensemble comme dans l'autre image de tout à l'heure. On a quand même un plan de côté de la cathédrale. Et en troisième image, ici, on est venu chercher un gros plan de cet élément-là, ici, qui est la rosace du côté de Notre-Dame de Paris. Donc, la personne qui ne s'est pas rendue à Notre-Dame de Paris a d'abord vu la cathédrale du devant. On lui montre maintenant du côté. On lui montre un gros plan de la rosace. Et évidemment, Notre-Dame de Paris est aussi célèbre pour ses gargouilles. Alors, on a pris un plan ici pour que les gens voient bien où sont situées les gargouilles de Notre-Dame de Paris. Et on va terminer avec un gros plan afin de voir justement les gargouilles et leur état de détérioration. Alors, évidemment,
les changements climatiques, l'usure du temps a fait en sorte que ces images-là se sont détériorées. Alors, c'est important quand on veut raconter une histoire de ne pas présenter qu'une seule image, mais de bien utiliser un enchaînement d'images qui vont nous permettre justement, ou qui vont permettre plutôt au spectateur d'avoir à la fois un plan d'ensemble de ce qu'on va lui montrer et d'entrer petit à petit dans les détails afin qu'il sente bien l'atmosphère, si on veut, de la visite qu'on a faite et qu'on veut partager avec la personne. Maintenant, le sujet de votre photo. Y a-t-il un sujet dans votre photo? Très souvent, sur les sites de discussion, on voit des gens qui mettent des photos, qui affichent des photos et qui postent des photos, ce qui est à mon avis un anglicisme qu'on ne devrait peut-être pas utiliser, donc qui affichent des photos et qui disent aux gens « Qu'en pensez-vous? » Et malheureusement, très souvent, il n'y a pas vraiment de sujet dans les photos. Ça me rappelle la toute première photographie que j'ai prise, je m'en souviens, parce que je devais avoir à cette époque-là une dizaine d'années et j'ai utilisé le petit appareil Instamatic de mon père et j'ai photographié une bicyclette qui était par terre. Alors, quand, évidemment, les photos sont revenues à la maison, parce qu'à l'époque, il fallait envoyer le film développé. Ensuite de ça, on recevait des petits tirages des photos. Quand mon père a vu cette photo-là, évidemment, il m'en a parlé, puisque à ce moment-là, on devait payer pour faire de la photo. On devait payer pour acheter le film, on devait payer pour le faire développer et on devait payer pour les agrandissements. Alors, évidemment, il m'a dit, Michel, quand tu n'as pas de sujet à photographier, gaspille pas des images. Alors, j'ai envie de vous faire un peu le même commentaire. Quand vous voulez faire de la photo, concentrez-vous d'abord sur le sujet. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Alors donc, avant d'appuyer sur le déclencheur, quelques conseils pour terminer. Regardez si vous respectez la règle des tiers. Moi, je vous suggérerais, pour voir juste ce que ça donne, de faire des photos dans l'avenir, de les cadrer en respectant la règle des tiers et de les cadrer normalement, c'est-à-dire, quand je dis normalement, je veux dire en mettant tout simplement votre sujet au centre de l'image. Et de regarder ensuite de ça, quand vous verrez vos photos à la maison, de regarder laquelle de ces images-là vous plaît le plus. La règle des tiers, ça n'est pas immuable. Maintenant, c'est un bon indicateur et ça nous guide, ça nous aide. En fait, c'est des guides qui nous aident à bien cadrer notre image et surtout à bien équilibrer notre image. Alors donc, regardez si vous respectez la règle des tiers. Ensuite de ça, avant d'appuyer sur le déclencheur, faites le tour de votre cadre afin de voir s'il n'y a pas des fils électriques gênants. Je vois souvent des photos qui sont traversées en diagonale par des fils électriques. Est-ce qu'il y avait moyen de se déplacer pour ne pas voir ces fils électriques-là? Est-ce qu'il y avait moyen de s'avancer, se rapprocher du sujet, de se déplacer à gauche ou à droite? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre cadrage des objets tronqués? Des fois, on prend une photo, on a un petit bout de banc de parc qui dépasse. Qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'on aurait pu se déplacer de quelques mètres, de quelques pieds pour s'assurer justement que le bout de banc de parc n'était pas là? Des fois, on a une poubelle. Je vois souvent des gens, quand ils font de la photo de rue, ils ont une poubelle qui traîne dans le coin de l'image. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de se déplacer un peu justement pour ne pas voir cette poubelle-là? Donc, est-ce qu'il y a des objets qui sont tronqués? Est-ce qu'il y a des personnes indésirables? Des fois, on veut faire une photo d'un beau paysage, mais il y a quand même des touristes comme nous qui se déplacent. Est-ce qu'il y a moyen de photographier le paysage sans voir ces personnes-là? Est-ce qu'on devrait attendre qu'ils passent à travers à travers le plan pour être capable de faire l'image sans qu'ils soient dans le cadrage? Est-ce qu'il y a des déchets ou d'autres, ce qu'on appelle ici des traîneries ou des cochonneries, donc des trucs, des bidules, des machins qui n'ont pas l'affaire dans l'image? Est-ce qu'on pourrait cadrer plus haut pour éliminer ces objets-là, etc., etc. On pourrait en faire une longue liste d'objets qu'on ne souhaite pas voir dans nos images. Alors donc, c'est une habitude à prendre avant d'appuyer sur le déclencheur avec votre œil. Faites le tour de votre cadrage et assurez-vous qu'il est bien propre et qu'il n'y a pas d'éléments qui vont venir ensuite de ça vous troubler et vous dire « Ah mon Dieu, elle est belle cette photo-là, mais est-ce que j'aurais pu ne pas avoir ça dans mon image? »
Donc, je le répète, mon nom est Michel Gignac et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger le petit guide d'initiation à la photographie où on reprend les différents éléments qui sont contenus dans cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.